Bonjour, ici Walt, et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va fabriquer ensemble la caméra parfaite. On va la fabriquer à partir des modèles qui existent maintenant, donc on est en 2020, la première moitié 2020, et on va la fabriquer cette caméra. Donc moi je commence, mon choix 1 pour le design, ça va être Fuji X-T4. Le design, les boutons analogiques, la façon que c'est fait, c'est vraiment très beau. C'est un look rétro, solide. C'est vraiment de très loin la plus belle caméra, donc la Fuji X-T4. S'il y a une amélioration à faire au niveau du design, ça va être le grip que je trouve qui n'est pas assez profond. Donc le design, clairement, Fuji X-T4. Le sensor, là aussi, le choix est très clair. C'est la Sony A7R pour plusieurs raisons. D'abord, c'est 61 mégapixels qui sont importants dans certaines circonstances. Son dynamic range, son ISO, donc les montées en ISO se font bien. Les gens qui trouveront que 61 mégapixels c'est trop, ben dans ce cas, comme deuxième choix, ça peut être le A7R3. Sinon la Z7 ou la D850 de Nikon. Pour la protection du sensor, on va opter pour le Canon EOS R qui maintenant dans leur sans miroir les nouveaux modèles, ils mettent une sorte de rideau, comme ça le sensor va être protégé. On va prendre le design de Fuji, le sensor de A7R4 et on va protéger ce sensor avec le rideau disons de EOS R. Bon, pour l'écran, moi je prends un écran orientable, un rotule. Ça, c'est le genre d'écran qu'on peut. Les gens qui vloguent peuvent se voir. Moi, c'est vraiment pas pour ça qui m'intéresse. Mais un rotule, donc la flexibilité est beaucoup plus flexible que les autres types d'écrans. Par ailleurs, quand tu prends des photos ou vidéos hautes ou basses, c'est-à-dire à ras le sol, si tu veux le prendre comme portrait, ça devient impossible avec les autres, alors que lui, on l'utilise. Donc moi, écran orientable à rotule. Dans ce cas, je prendrai le Canon EOS R. Sinon, encore une deuxième fois, le Fuji X-T4, mais il y en a d'autres. La qualité écran, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça m'arrive souvent d'utiliser plusieurs appareils photo, puis honnêtement, ceux qui ont une qualité d'écran et de viseur supérieure, ça a un impact. Ça a vraiment un très grand impact. Donc moi, pour la qualité d'écran, ça serait le Nikon Z7 ou Z7. Sinon, c'est le Lumix S1R. Maintenant, pour l'écran tactile, je vous dirais une marque à éliminer, c'est le Sony. C'est-à-dire quand tu veux faire juste le focus, puis ça va très bien, mais au niveau du menu, tu peux même pas l'utiliser. Donc les écrans tactiles, j'irai pas avec une marque en particulier, mais Sony, je l'élimine. Pour le menu, dans cette caméra parfaite, je mettrai un menu Canon. Pour les couleurs, c'est-à-dire le JPEG, c'est-à-dire la couleur quand elle sort, c'est pas un fichier RAW, tu veux sortir la photo directement et l'utiliser. Moi, je prendrais donc le JPEG. Pour moi, clairement, les photos qui m'impressionnent le plus à leur sortie de la caméra, c'est le Nikon Z7 et le Nikon D850. Ces questions, d'abord ça c'est question de goût, quelqu'un peut préférer d'autres choses. Par ailleurs, quand on va dans RAW, honnêtement, ils vont tous valoir. L'autofocus, là encore c'est très clair, c'est la Sony A9 II. C'est le winner de façon très facile. Et après lui, ça va être le Sony A9, la première génération. Le buffer. Le buffer, au fond, c'est comme la mémoire tampon. C'est-à-dire, s'il y a un match de foot ou je sais pas quoi, puis je prends plusieurs photos en même temps en mode rafale, à un certain moment, mon appareil photo va arrêter, va faire tac, tac, il va arrêter si le buffer n'est pas grand. Dans ce cas, les appareils qui ont un buffer très grand, ça va être le Nikon D5 ou le D6, sinon le Canon 1DX2 ou le 1DX3. Donc le buffer, on va choisir entre ces deux. Je mettrai de préférence, puisqu'il est plus récent et il existe déjà, c'est le Canon 1DX3 pour le buffer. Bon, pour le AIB, c'est la stabilisation optique, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire le sensor qui va bouger pour annuler les mouvements, ce qui est extrêmement important dans la photo, mais encore plus dans la vidéo. Et là, il y a un gagnant clair, c'est le Olympus en MD M1 Mark III. Sinon, aussi, on peut aller avec le Lumix G9. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de prendre des photos en basse lumière. C'est-à-dire, normalement, en basse lumière, ce qu'on fait, c'est une grande ouverture où on augmente l'ISO, mais il y a des limites. Alors que là, on peut augmenter le temps d'exposition, ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres qui n'ont pas de stabilisation optique, physique, ou qui l'ont et qui ne marchent pas aussi bien. Donc, Olympus en MD M1 Mark III, c'est le gagnant pour la stabilisation. La qualité vidéo, moi je mettrais le Nikon Z6, sinon le Lumix S1. Puis même on peut aller dans le GA5, même si ça existe depuis très longtemps, il est encore là. Puis le focus, là encore c'est Sony Focus Vidéo, c'est le A9 II, le A7R4, le A6400 ou le A6600. Donc le focus Sony l'emporte facilement sur le reste. C'est pas parce qu'elle est mieux, c'est parce qu'elle a une longueur d'avance. Pendant que les autres étaient dans les réflexes puis les développaient, elle était déjà dans le miroir. Il y en a d'autres caractéristiques qui sont vraiment importantes. Post-focus, ça c'est-à-dire que tu prends une photo,
mais l'appareil avait focusé à peu près sur tout. C'est après que tu décides et le fichier peut rester dans ton appareil et tu peux sortir 4 photos de la même avec les focus dans d'autres places. Donc le post-focus, moi je l'utilise pas tant que ça, mais je le fais de temps en temps. Et moi quand j'utilise c'est avec mon Lumix G9. Le focus stacking, lui aussi je l'utilise avec le Lumix G9. Lui ce qu'il fait, ça peut ressembler à l'autre, mais c'est différent. C'est-à-dire quand tu prends la photo avec cette fonction, lui va focuser sur tout et il va sortir automatiquement une photo où tout est focus. Et c'est ce qu'on appelle focus stacking in camera. Je pense les Olympus, le OMD, puis ça, il le fait aussi. Donc in camera, c'est-à-dire quand tu prends la photo, elle sort déjà focus tout. Alors que d'autres, comme le Nikon D850, le Z7, peuvent le faire, mais c'est pas in camera. C'est finalement comme un bracket in focus. Il prend plusieurs photos à des focus différents, puis il te donne plusieurs photos. Donc c'est à toi de venir les stacker au niveau de ton logiciel de traitement de photos. Une caractéristique que moi j'aime, c'est ce qu'on appelle le image stacking. Ça, c'est comme l'appareil photo. Par exemple, si on prend le Sony A7R4, lui, il y a un mouvement de sensor. Ce qu'il va faire, il va prendre compte plusieurs photos et les mélanger. Donc, ça donne, dans ce cas, ça donne des photos de 240 mégapixels. Ça, évidemment, ça prend des choses qui ne bougent pas. C'est pas une technologie qui est à point, mais c'est une bonne chose. Moi, personnellement, j'aime ça. Autre caractéristique, ben, c'est les ralentis. Moi, je sais que le G9, on peut aller jusqu'à 180 images secondes. Je pense avec le Fuji X-T4, ben, je pense pas, je suis sûr, c'est 240 images secondes. Donc, en général, c'est ça. Donc, le design Fuji X-T4, le sensor Sony A7R4, protection du sensor Canon, écran, je prendrai le Fuji X-T4 orientable, qualité d'écran Z7, écran tactile n'importe quoi sauf Sony, le menu Canon, la couleur JPEG Nikon, l'autofocus Sony A9 II, le buffer Nikon, non, disons c'est le Canon NDX3, le IBIS, la stabilisation Olympus OMD M1, vidéo Nikon Z6 ou Lumix S1, l'autofocus vidéo, c'est toutes les dernières Sony A9 II, A7R4, le A6004 et le A6600. Et les autres caractéristiques, ben, ça peut venir de Fuji, sinon Sony, sinon Lumix. Et c'est ça l'appareil photo. Donc si quelqu'un est là, ben, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Bonjour.